Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, tristesse et consternation au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Les populations ont découvert aux premières heures de la matinée le corps d'une femme dans la broussaille. La victime était comptable dans une entreprise de la place. Opération nettoyage dans les établissements scolaires. Ceux-ci font leur toilette à quelques jours de la rentrée scolaire. Une reprise des classes préparée également par le gouvernement sur le plan sécuritaire. Chirurgie plastique, quand la modernité et la tradition se mettent en conflit, le 19h50 essaye de comprendre la ruée vers cette astuce de beauté qui porte en son sein des dangers et plus graves, cause la mort si les mains inexpertes se mettent en action. Également dans l'actualité, le Cameroun en quête d'une place en demi-finale du championnat d'Afrique de volleyball dames. Les Lions indomptables affrontent en ce moment le Maroc au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Voilà pour les titres. Les établissements scolaires se préparent déjà à accueillir les élèves. À Yaoundé, salles de classe et tableaux sont rafraîchis et les tables bancs cassés sont remis à neuf. Les responsables, à travers ces travaux, veulent une rentrée dans un cadre convivial propice à l'apprentissage. Bénédicte Ngono, Constant Kamga, reportage. À coups de pinceau, ce mur de ce collège reçoit une nouvelle couche de marron. Dans la cour, des changements sont perceptibles. Le gazon a reçu une tonte. Dans cet autre établissement, toute l'attention est portée sur les tableaux qui reçoivent de l'ardoisine. Les bancs cassés se remettent sur pied. L'heure est à la mise en beauté dans les établissements de Yaoundé. Nous avons commencé d'abord par rénover les murs, à refaire la peinture. Et nous faisons également des réflexions sur les tables bancs. Comme vous pouvez voir quelques tables bancs à l'extérieur, là, c'est que c'était des tables qui avaient des petits défauts. Et on a eu, n'est-ce pas, à renforcer. De toutes les façons, nous sommes en train de préparer le cadre parfait pour accueillir nos enfants dès le début de l'année scolaire 2023-2024. Dans les écoles primaires et maternelles, les aires de jeu ont reçu la visite des techniciens. C'est ce qu'on fait chaque année. On a ressoudé les toboggans, tourniquets, balançoires et autres pour qu'il n'y ait pas d'accident durant l'année scolaire. Les enfants doivent se sentir en sécurité. Ces rénovations permettent d'assainir le cadre d'apprentissage, question de créer un certain engouement chez les élèves dès le premier jour de classe. On est toujours content de savoir que nos enfants sont dans des écoles propres, tu vois. C'est bien pour l'enfant, c'est bien pour l'environnement et c'est aussi bien pour nous les parents. Les techniciens s'activent pour qu'au matin du 4 septembre, la mise en beauté soit terminée. Une rentrée scolaire sans incident, c'est le défi que se donnent les acteurs de la chaîne nationale de sécurité. Ils étaient en réunion spéciale ce matin au ministère de la Défense de Yaoundé pour évaluer la situation sécuritaire du pays. En dépit des menaces connues dans quelques régions, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense s'est réjoui de la situation globale sous contrôle et le déroulement sans incident majeur de l'année scolaire écoulée. Daniel Anissé-Boudier, Pierre Raoul Ngoufo. Au plan sécuritaire, 2022-2023 a été une année sereine et paisible pour les écoliers du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En témoigne le taux de réussite aux examens baccalauréat et GCE Advanced Level, session 2023, où les deux régions se classent respectivement 1er et 4e au plan national. Mais, prévient le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, la vigilance doit être de mise en cette veille de rentrée scolaire 2023-2024. Les séparatistes projettent d'agiter encore plus grand le spectre de la sécession sur l'éducation des jeunes. Les mêmes groupes prétendent créer des établissements scolaires de fortune et clandestins dans des zones rurales enclavées pour y dispenser des programmes non officiels et y faire l'apologie de l'irrédentisme. Même vigilance recommandée dans la région de l'extrême nord, toujours sujette aux attaques répétées de Boko Haram.
mais aussi le Nord et l'Adamawa sous le poids des enlèvements avec des demandes de rançon, vol de bétail et assassinat de bergers. La sécurité sur la route est également une priorité des priorités en cette rentrée scolaire. Et les actions de prévention contre la criminalité routière doivent être menées avec une plus grande fermeté en cette période où les flux et mouvements des personnes s'intensifient énormément sur nos différents axes routiers. Tous ces points et bien d'autres sont en examen depuis ce 22 août à Yaoundé par tous les acteurs de la chaîne de sécurité. Autour du ministre Joseph Betty Assoman, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, les secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, des membres des services spéciaux de l'État et chefs militaires territoriaux. Ils vont au cours de leurs travaux à huis clos tracer le schéma technique pour l'atteinte de l'objectif majeur en cette rentrée, la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Une autre victime de l'insécurité dans la ville de Yaoundé, Patricia Mbiada, une comptable, a été retrouvée morte au quartier Santa Barbara. Aux premières heures de cette matinée, son corps était au milieu des herbes folles. Les premiers éléments recueillis laissent penser à un assassinat. Les détails avec Karel Mezatachouya et Bertrand Tiassé. Le sort réservé à Patricia Mbiada, Tuissi, 38 ans, plonge tous ceux qui s'approchent de sa dépouille dans la tristesse et la consternation. Dépouille retrouvée dans la broussaille, tel un vulgaire sac poubelle. Des personnes averties à l'analyse évoquent la thèse d'un assassinat orchestré ailleurs par des hommes sans foi ni loi qui l'auraient par la suite abandonné ici, au quartier Santa Barbara, lieu-dit château Yaoundé. Les dernières personnes en contact avec elle raconte hors micro que cette comptable de profession a pris la route pour la maison vers 2 heures après une journée de boulot dans une entreprise située à Loncac lorsqu'elle est tombée entre les griffes de ses bourreaux. Alertés, des éléments de la brigade de gendarmerie d'Etoudi sont descendus sur les lieux. Après constat de la découverte macabre, ils ont fait appel à la brigade de recherche de Yaoundé 1er en charge de pareil cas. Laquelle brigade a réquisitionné des agents de la mairie pour transférer le corps à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Enquête a par la suite été prescrite par le procureur du tribunal de grande instance de Yaoundé. Et on n'a pas fini de parler de la belle histoire que vit depuis 3 mois cette Nigériane. Elle a donné naissance à 9 enfants au Nigeria, un accouchement qui a entraîné un grand bouleversement dans la vie de cette famille de 11 enfants déjà. De l'aide ne serait pas de refus pour les parents. Elisabeth Ngom, Georgette Ngata et Henri Tina. Vincent, Pierre, Anne-Marie, Angèle, Miracle, Mirabelle, Jennifer, Juliette et John, ces 9 frères et sœurs de 20 semaines à peine et en santé apparente, font le bonheur de la famille Madou. L'arrivée de ces nonuplés n'a pas été un fleuve tranquille pour leur maman, aujourd'hui âgée de 45 ans. Elle qui, pendant 14 années de mariage, a fait le tour du monde à la recherche des enfants. C'est finalement par insémination artificielle qu'elle a pu concevoir. C'était par insémination qu'on a fait au Nigeria. Les préparations ont commencé plusieurs années en avance. C'est quand tout était prêt que le docteur au Nigeria nous a rappelé, mon mari et moi. C'était 5 embryons qui ont été inséminés. Pour que même si on devait perdre certains, nous resterons avec au moins 2. Et c'est à 5 mois que j'ai su que j'avais 9 bébés. We did IVF, we transfer 5 embryos. Installé à Douala depuis quelques jours, c'est au General Hospital Oron of Akwebom, au Nigeria, son pays natal, que se sont déroulées toutes ces visites médicales. Je vis ici, mais je suis allée au Nigeria 2 mois avant. Et j'allais de temps en temps au Nigeria comme j'ai eu des difficultés à enfanter. Au-delà de l'euphorie autour de ces naissances exceptionnelles, la prise en charge n'est pas donnée. Un paquet de 60 pièces de couches jetables est utilisé à moins de 2 jours. 10 litres d'eau ne suffisent pas pour le nombre journalier de biberons à préparer. Je ne m'en sors pas vraiment, j'ai besoin d'aide. Par jour, ils finissent une boîte de lait, il faut les habiller, les remèdes que le docteur vient de prescrire. On ne s'en sort pas vraiment. C'est pas du tout facile pour moi, j'ai tout le temps la migraine. Mais heureusement que j'ai mes sœurs et belles-sœurs pour m'aider. Ça me fait tellement mal à la tête que souvent j'oublie ce que je voulais faire. Une expérience particulière que Antonia Obianyudu Madou
partage au quotidien avec sa famille et sa belle-famille. La première fois que je l'ai vu, c'était au village. J'étais très surprise et je connais tous les détails de sa grossesse. Nous avons célébré, puis après quelques mois, j'ai demandé la permission à mon mari pour la voir. Je fais ce que je peux. Il y a également d'autres femmes et mes enfants pour l'aider. We are trying as we can. Je dis merci à Dieu parce que c'est le miracle. C'est le miracle que je ne connaissais pas. J'ai dit quand quelqu'un n'a pas encore vu les miracles, il venait voir ça dans mon tête. Et regardez-moi, je suis le miracle. Dans cette maison, désormais aux allures d'une crèche, 2 chambres ont été dédiées pour le bien-être de ces non-nuplés. Et au-delà de ce miracle, donner naissance à des non-nuplés reste toujours une curiosité pour bon nombre de personnes. Porter 9 enfants dans un ventre n'est pas chose courante. Un gynécologue rencontré explique ce cas rarissime dans cet élément de Junior Ossin et Thierry Nana. Avoir 9 bébés dans le ventre au même moment, cela n'est pas chose étrange ni pour la science ni pour la nature humaine. Il peut arriver que 2 semaines après, que ce produit initial se divise. Et comme ça, on aboutit à 2 embryons. Vous comprenez que s'il y a eu des ovulations, n'est-ce pas, multiples, et que ce soit le même phénomène qui se produise, de ce que 2 semaines après, chaque œuf au départ se dédouble. Le compte, il est tout fait. L'insémination et la stimulation ovarienne sont des hypothèses qui permettent de comprendre l'affaire des non-nuplés de Douala. Pour le gynécologue Essoumé Henry de l'hôpital Akintine de Douala, il s'agit beaucoup plus d'une stimulation de l'ovulation que d'une insémination, comme cela se dit dans les chaumières. Dans les processus d'assistance médicale à la procréation, eh bien évidemment, du moment où on la stimule, ce n'est pas une stimulation orientée à l'effet de voir arriver, n'est-ce pas, un ovule. C'est plusieurs. Donc comme c'est plusieurs ovules, forcément le risque c'est quoi? C'est plusieurs fécondations. Et quand on dit plusieurs fécondations, on n'a pas le chiffre arrêté, le risque il existe. C'est même un des risques. C'est même un des risques, n'est-ce pas, de la stimulation ovarienne. Au-delà de la stimulation ovarienne, le phénomène peut se produire de manière tout naturelle dans l'organisme. C'est plusieurs spermatozoïdes habituellement qui vont à la rencontre même d'un seul ovule. Mais c'est un seul qui va devoir y rentrer. S'il y a eu plusieurs ovules, à chacun des spermatozoïdes, de retrouver, n'est-ce pas, son équivalent, et puis la suite, vous l'avez. Pour le cas de Douala, l'accouchement par voie basse, sans complications, est peu probable. Le parcours en lui-même, n'est-ce pas, est fort problématique. Quand vous suivez un peu de détails, il y a des questions à se poser. La science explique que les 9 bébés parviennent à tenir dans le ventre grâce à une interface liquidienne. Seulement, ces enfants arrivent au monde avec fréquemment des malformations. Une femme trouve la mort sur une table d'opération. Elle a sollicité les services d'un chirurgien plasticien en quête d'une silhouette de rêve opérée à Baham. C'est dans la ville de Fumbot que cette dernière va rendre l'âme. Le chirurgien et les infirmières ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Et sur les circonstances de ce drame, je vous propose d'écouter le chef de district de santé de Fumbot. Il s'exprime au micro de Njoya Nourdina. Certainement au cours de cette édition et avoir recours à la réparation plastique pour affiner sa silhouette est une technique qui est de plus en plus prisée par les femmes au Cameroun. Une astuce de beauté aux limites et conséquences dangereuses. Harouna Zira et Thierry Nana. Rhinoplastie, liposuction, labioplastie et abdominoplastie, tout est permis pour se donner un corps de rêve grâce à la chirurgie plastique. Cette méthode sert à réparer les défauts et les liaisons du corps, mais elle ne vise pas la perfection. En tant que chirurgien plasticien, nous ne pouvons pas faire de telle façon que tout soit parfait. On veut seulement faire de telle façon que les yeux, quand votre yeux regarde, le yeux peut dire bon, c'est très bien, c'est abordable. Si cette pratique a l'air
d'être la solution miracle pour ses adeptes, elle peut avoir de lourdes conséquences. La personne qui est formée connaît les pièges. Qui compris quoi? Il connaît comment préparer les malades pour éviter cette complication. Il connaît les techniques à faire pour éviter ces complications. Et connaît les soins post-opératoires à faire pour éviter cette complication. Dans les rues de la ville de Douala, le parti est vite pris. 3 femmes sur 5 préfèrent ne pas y avoir recours. On peut faire l'extra, peut-être de faire les make-up, les ceci, mais dit changer le physique. Je ne pas donner le physique qu'on a présentement. Je suis bien dans ma peau et je n'ai rien à changer sur moi. L'exécution de la chirurgie plastique répond à un certain nombre de conditions. Si tu veux faire une liposuction, ne prends pas les malades obèses. Si tu veux faire une facelift, ne fais pas ça sur les noirs. Rencontrées, les femmes qui ont subi la chirurgie plastique n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet. Au Cameroun, il faut débourser minimum 1 million de francs CFA pour une réparation esthétique. Et avec plusieurs centres spécialisés dans la chirurgie esthétique, le Cameroun est devenu un laboratoire de la pratique et même une destination privilégiée pour de nombreux patients étrangers qui viennent s'offrir les services de ces chirurgiens. On en parle avec Michael Tipio dans sa chronique de ce soir. Bonsoir Michael. La chirurgie plastique au Cameroun est encore en développement, mais de plus en plus populaire. Bonsoir Alain. Et oui, ils sont nombreux au Cameroun qui n'hésitent plus à passer sous le bistouri pour se procurer leur corps de rêve. Le phénomène prend de plus de l'ampleur. De nombreux centres spécialisés dans la chirurgie esthétique ont vu le jour et fonctionnent à merveille à Douala et Yaoundé. Les deux villes sont devenues, vous l'avez dit tout à l'heure, une destination privilégiée pour nombre de patients venant des régions diverses du pays et même de certains pays étrangers. Faites un tour sur les réseaux sociaux et vous tomberez sur de nombreuses publications vantant carrément la pratique. Que ce soit dans les hôpitaux publics ou privés, vous trouverez désormais des spécialistes de la chirurgie plastique. Ils ont pour la plupart été formés dans les écoles de médecine à l'étranger. Certains commencent d'ailleurs à transmettre leur savoir aux apprenants au Cameroun. Cependant, comme la plupart des pays, la chirurgie plastique au Cameroun est coûteuse et n'est pas accessible à tous. Minimum 1 million de francs CFA pour prétendre passer au bistouri. Malgré cela, la demande pour des interventions de chirurgie plastique est en nette hausse dans notre pays depuis quelques années maintenant. La pratique traîne avec elle de nombreux inconvénients qui visiblement ne découragent pas beaucoup les adeptes. Effectivement, la pratique n'est pas sans risques et conséquences. De nombreuses personnes ont trouvé la mort au bout de celle-ci. Entre autres risques, on peut noter des complications liées à l'anesthésie. Les risques d'une anesthésie générale comprennent une réaction allergique, une chute de la tension artérielle et des problèmes respiratoires qui peuvent entraîner la mort. Les infections sont également à craindre. Elles sont une complication possible de toute intervention chirurgicale. Après, de telles interventions peuvent avoir des hématomes et se produisent lorsque du sang s'accumule sous la peau. Ce qu'on ne peut éviter justement, ce sont les cicatrices. Elles se forment toujours lors de toute chirurgie. Les cicatrices peuvent varier en apparence et en taille et en fonction des individus. En dernier lieu, parlons des déformations. Il y a toujours un risque que la chirurgie plastique ne produise pas les résultats escomptés, laissant le patient avec une apparence déformée ou altérée. Pour les plus chanceux, les malchanceux laissent simplement leur vie sur la table de l'opération. Et là, le chirurgien plasticien devient le boucher, comme on a vu il y a quelques jours à Fumbo, dans la région de l'ouest du Cameroun. Alors Michael, est-ce que cette pratique ne se situe pas aux antipodes des valeurs de la société camerounaise et africaine ? Écoutez Alain, dans certaines cultures africaines, les attributs tels que la poitrine plate ou le nez large sont considérés comme des signes de beauté. Les femmes sont aussi encouragées à porter des cicatrices ou des tatouages pour marquer leur passage à l'âge adulte ou leur appartenance à une tribu ou un clan.
ces pratiques peuvent entrer en conflit avec les attentes esthétiques de la chirurgie plastique moderne qui tend à favoriser une image de la beauté plus occidentale. De plus, la chirurgie esthétique peut être considérée comme une forme de trahison envers la culture et les traditions de la communauté. Dans certains cas, cela peut conduire à des ostracismes ou des pressions sociales où on peut causer des traumatismes psychologiques chez certains patients. Dans l'ensemble, il est important de considérer les différences culturelles et les perceptions de la beauté lors de la planification de la chirurgie esthétique en Afrique. Il est également crucial, je le disais, que les praticiens de la chirurgie tiennent compte des cultures justement, de la sensibilité des cultures et qu'ils soient respectueux des traditions et des coutumes locales lorsque les patients envisagent des procédures esthétiques. Merci Michael, et revenons sur le cas de cette femme qui a trouvé la mort sur une table d'opération après avoir sollicité les services d'un chirurgien plasticien en quête d'une silhouette de rêve opérée à Baham. C'est dans la ville de Fumbote que cette dernière va rendre l'âme. Le chirurgien et les infirmières ont été arrêtés par les forces de l'ordre sur les circonstances de ce drame. Écoutons le chef de district de santé de Fumbote, il s'exprime au micro de Njoya Nourdine. La patiente a bénéficié de ses interventions chirurgicales le 2 août à la clinique Sainte-Thérèse de Spa de Baham. Et l'auteur de l'opération, comme il était en quête de nouvel emploi, il a trouvé un nouvel emploi, n'est-ce pas, à Fumbote, qui était le poste de chef de centre de santé de Zion. Et c'est comme ça qu'il prend ses fonctions en tant que chef de centre de santé de Zion le 9 août 2023. Et la patiente opérée étant à Baham, déclare volontairement suivre, n'est-ce pas, son médecin traitant, soi-disant médecin traitant au centre de santé de Zion. Et c'est comme ça que Madame Kamdem, puisqu'il s'agit d'elle, a donc retrouvé M. Niaké, qui est l'auteur de l'opération, qui a trouvé son nouveau poste dans la santé de Zion. C'est comme ça que la dame en question retrouve donc le monsieur en question au centre de santé de Zion. Autre chose, à présent, dans un peu plus d'une semaine, l'année 2023 bouclera sa période d'inscription sur les listes électorales. Pour cette dernière ligne droite, Elections Cameroun multiplie les stratégies pour faire le maximum de chiffres avec l'appui des partis politiques, des campagnes spéciales au porte-à-porte. Les agents ratissent large. Ambiance de dernier jour d'inscription à Yaoundé dans ce reportage signé Arnaud Gueffak et Constant Kanga. Au détour de ce moment de détente, ça se joue sur 2 terrains. Ici, c'est le sport balle au pied. Et là, la politique, preuve de citoyenneté par la carte nationale d'identité à main. Pour cette descente organisée, les partis politiques associés l'ont baptisé Inscription Barbecue. Nous avons joué un match contre une équipe locale parce que la politique s'accompagne aussi du sport. Et à la fin, nous adoptons la convivialité africaine, à savoir partager un bout de pain avec ceux qui s'inscrivent, d'où le nom Inscription Barbecue. La stratégie d'Elections Cameroun pour ces derniers jours est assise sur des actions ciblées. Le porte-à-porte et l'inscription de proximité, notamment dans les centres de formation des jeunes, dans les établissements universitaires. Synergie gagnante entre Elections Cameroun et partis politiques donc. C'est le dernier virage à négocier en ce mois d'août. Comme vous pouvez voir, en arrière-plan, nous avons mobilisé beaucoup de ressources pour inscrire davantage sur les listes électorales. Le département du Foundi affiche au 22 août 2023 28 718 nouveaux inscrits. Résultat au-delà des prévisions. On a atteint plus de 125% des chiffres qui ont été assignés par le département par ma très haute hiérarchie. Au niveau régional, le centre est à 54 130 nouveaux inscrits. Les membres du conseil électoral, actuellement sur le terrain, comptent enrichir davantage ces chiffres. La fin des inscriptions sur les listes électorales, rappelons-le, ce sera le 31 août à minuit. Et marquant un temps d'arrêt pour nous souvenir des nombreuses victimes du terrorisme enregistrées
Dans notre pays, les habitants de certaines localités de la région de l'extrême nord vivent ces derniers temps au rythme des attaques de Boko Haram contre elles. Elle a à la clé de nombreuses victimes qui ont souvent du mal à se remettre. Les Nations Unies ont institué cette journée du 21 août comme la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Et nous en profitons pour questionner l'assistance qu'apporte l'État à ces victimes au quotidien. C'est avec Michael Tiptio et Stéphane Benac. On les compte par milliers, les victimes du mouvement terroriste Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Certains ont laissé leur vie dans ces attaques sanglantes, tandis que d'autres miraculés et leurs proches se battent pour survivre au quotidien sans accompagnement quelconque. Les retours que nous avons de ces personnes, c'est que malgré toutes les conséquences du terrorisme, des attaques de Boko Haram à l'extrême nord, jusqu'à présent, le gouvernement du Cameroun ne leur vient pas en aide d'une manière assez consistante. Elles sont quasiment abandonnées à elles-mêmes. Le droit à l'éducation et le droit à la santé des personnes vivant dans ces zones en proie au terrorisme sont littéralement piétinés. De nombreux enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'elles ont été détruites et même des hôpitaux saccagés. Des ONG ont recueilli auprès des victimes des promesses de réinsertion qui peinent à être tenues jusqu'ici. Plusieurs avaient été enrôlés avec des promesses de leur venir en aide par le gouvernement qui jusqu'à aujourd'hui n'ont rien eu. Et d'ailleurs, c'est l'une des difficultés que nous avons sur le terrain quand nous partons travailler avec ces personnes déplacées parce qu'elles nous disent, on a eu plusieurs personnes qui sont venues ici au nom du gouvernement, des gens qui sont venus au nom de tel ministère, nous recenser, on s'est mobilisé, on a donné toutes nos coordonnées, toutes nos informations, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu un retour considérable. Et pourtant, l'ensemble de la société doit se serrer les coudes pour assurer à ces personnes la sécurité et la possibilité de se mouvoir dans leur environnement. Les victimes du terrorisme sont brisées ou sont affectées gravement et c'est l'ensemble de la société qui doit travailler pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés ou bien qu'ils ne se sentent pas seuls. Et autant on interpelle le gouvernement, mais autant je pense que nous devons, chacun de nous dans l'environnement qui est le sien, nous devons travailler collectivement à ce qu'ils ne se sentent pas seuls. Dans l'ensemble, le gouvernement doit assister les victimes de terrorisme, comme le prévoit la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ratifiée par le Cameroun en 2000. Les actions de manière structurée ne sont pas prises par le gouvernement du Cameroun pour justement venir en aide à ces personnes victimes de terroristes qui sont encore très nombreuses aujourd'hui chez nous au Cameroun et continuent de souffrir. En 2016, une fresque de 1200 noms en hommage aux victimes de Boko Haram a été conçue et présentée à Yaoundé. Et à suivre dans le 19h50, on ira à Douala où on est dans le train des récompenses. De nombreux douaniers étaient à l'honneur et du volleyball avec le Cameroun qui affronte le Maroc en ce moment pour une place en demi-finale du championnat d'Afrique de volleyball dames. Nous retrouverons nos reporters sur place. Des inspecteurs du système douanier récompensés, c'était au cours d'une cérémonie tenue à Douala. Un événement qui a permis de faire le bilan sur les réalisations budgétaires de la douane. Haroun Nazira et Stéphane Benac. Sourire aux lèvres, ces inspecteurs de douane reçoivent leurs attestations de fin de trimestre. L'évaluation des contrats de performance a permis de faire le point sur l'évolution de ces derniers. Parce que cela aussi s'est traduit par les bons résultats que nous avons eu le semestre de l'année 2020. Donc au niveau de la facilitation, l'accueil du messager, le délai de passage du marchandise, nous sommes satisfaits. Et aussi au niveau de la mobilisation de la sécurité de recettes, c'est une bonne chose. Nous prions que cette loi continue jusqu'à la fin de l'année. Des résultats qui démontrent à suffisance la qualité du service
dans les postes de contrôle douanier. Si sa marchandise arrive à temps, sécurisée, sort dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas une déperdition ou bien un déversement des marchandises sur le corridor, ça protège l'industrie locale, ça protège le tissu industriel au Cameroun, au Tchad et dans toute la sous-région. Il s'agit pour nous d'une grande marque de reconnaissance, pas de hiérarchie, qui a bien voulu nous faire notre séjour en nous gratifiant d'un parchemin et d'encouragement qui nous rassure et qui tous les jours va nous permettre d'aller de l'avant, de travailler et de jouer notre partition pour le rayonnement de l'administration des douanes et du Cameroun. Les réalisations budgétaires de cette année sont en hausse de 19,3%, soit plus de 78,6 milliards de francs CFA par rapport aux 407,8 milliards de francs CFA mobilisés au premier trimestre en 2022. Le nouveau consul général du Cameroun à Paris est officiellement en fonction. John Billy Eko a été installé par l'ambassadeur du Cameroun en France. Le promu se dit déterminé à promouvoir les relations amicales entre le Cameroun et la France. On voit cela avec notre correspondant à Paris, Eric Golf Kouachou. Monsieur John Billy Eko est le nouveau consul général du Cameroun à Paris. Il a officiellement pris fonction ce lundi 22 août 2023 à Paris. Pour l'occasion, la salle d'apparat de la chancellerie était remplie d'invités distingués, y compris des représentants diplomatiques, des membres de la communauté camerounaise et des amis du Cameroun. Je place beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance en ce nouveau consul qui arrive et nous avons déjà pu discuter ensemble et puis voilà, nous avons déjà décidé de continuer de travailler la main dans la main pour le bonheur du pays et de toute la population de la diaspora. C'est un diplomate chevronné, comme on nous l'a dit. Il sait ce qu'il a à faire. Il va rassembler les Camerounais. Il fera de son mieux, comme tous ceux qui sont passés avant lui. Dans son discours, André Magnus Ekumu, l'ambassadeur du Cameroun en France, a souligné l'importance de la diaspora camerounaise en France et le rôle crucial du consulat général dans la promotion des intérêts et de la culture camerounaise. John Billy Eko, le nouveau consul général, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et a évoqué son engagement à renforcer les liens entre les communautés et à offrir des services consulaires de qualité. D'abord, c'est le travail et le travail. Et de faire en sorte que nous pourrions améliorer au sein du consulat général la qualité des services que nous offrons aux Camerounais. Je crois que ça, c'est la priorité. La prise de fonction du nouveau consul général du Cameroun à Paris marque le début d'une nouvelle étape dans les relations franco-camerounaises. Une nouvelle page qui est en train de s'écrire, pleine de promesses et d'opportunités. En sport, la Fédération camerounaise de volleyball a désormais un siège. L'infrastructure a été inaugurée ce mardi à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Un cadeau en plein déroulement du championnat d'Afrique des Nations de volleyball. Dames, Daniela Nisseboudier et Michel Foucault. Le bâtiment est au rez-de-chaussée. Vous avez la salle de réunion. Fini la location pour la Fédération camerounaise de volleyball. Elle vient de déménager pour s'installer dans sa nouvelle maison que voici. Un duplex tout neuf au quartier Dragage à Yaoundé. L'infrastructure est inaugurée ce 22 août 2023 par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ce siège leur donne de la visibilité. Ce siège porte la marque du dynamisme, de la fiabilité et de la crédibilité de la fédération. Lorsqu'on visite ces locaux, on voit immédiatement qu'il y a une ambition pour le volleyball. Il y a une ambition pour écrire davantage et plus encore les lettres de noblesse de la discipline du volleyball. La bâtisse comprend des bureaux du président de la fédération, des vice-présidents, du directeur technique national et autres responsables. Mais elle se veut la maison de tous les volleyeurs et volleyeuses sans discrimination. La politique de réconciliation, saluée par la tutelle. Allez de l'avant et vous avez tout le soutien du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique de réconciliation de la grande et noble et ample famille du volleyball camerounais. Le patron des sports émet le vœu de voir les autres fédérations sportives nationales
emboîter le pas à la Fédération camerounaise de volleyball. Et les Lions indomptables de volleyball affrontent en ce moment le Maroc pour une place en demi-finale du championnat d'Afrique. La rencontre se dispute au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé où se trouvent actuellement nos reporters Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. Bonsoir Daniel. Bonsoir Alain, bienvenue ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour ce dernier quart de finale du 21e championnat d'Afrique des Nations de volleyball dames entre le Cameroun et le Maroc. Le Cameroun qui est en train de tenter d'arracher sa qualification pour les demi-finales pour y rejoindre l'Égypte, le Rwanda et le Kenya qui se sont qualifiés plus tôt en journée. L'Égypte a battu 3-7-0 l'Ouganda. Le Rwanda a carrément imposé un tie-break à l'Algérie, 3-7-2 donc. Et puis le Kenya s'est imposé logiquement sur le Nigeria, 3-7-0. Actuellement, nous jouons le deuxième set entre le Cameroun et le Maroc. Et c'est le Cameroun qui tient le bon bout puisqu'il mène déjà 1-7-0. Nous jouons le deuxième set et c'est un peu serré entre les deux équipes. Le temps, laissez-moi vous dire, Alain Gislain Kanga, que ce soir, le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé a fait le plein d'œuvre pour ce quart de finale qui n'est pas trop différent d'une finale, puisque les officiels sont également là, membres du gouvernement, avec en tête le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Kombi. Nous sommes là et nous suivons cette actualité pour vous. Laissez-moi vous dire quand même que c'est chaud bouillant ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé chaque fois que les Lions indomptables marquent un point. Depuis donc le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Daniel Anissé-Boudjé, Michel Foucault pour Canal 2 International. Merci Daniel Anissé-Boudjé, on l'apprend à l'instant, la rencontre vient de s'achever et les Lions indomptables sont qualifiés pour les demi-finales après victoire 3-7-0 face aux Lions de l'Atlas. Une cargaison de produits alimentaires est arrivée à Niamey depuis ce matin en provenance du Burkina Faso afin de soulager cette population sous le coup des sanctions de la CEDEAO. Et on reparle du sommet des BRICS avec cette participation par visioconférence de Vladimir Poutine frappé par un mandat d'arrêt international. Escalmande, l'île Piédiou et Calvin Tecal. Un convoi d'environ 300 camions principalement chargés de produits alimentaires arrive au Burkina Faso à Niamey, la capitale du Niger, sous le coup de sanctions imposées par plusieurs voisins ouest-africains après un coup d'État. Ils viennent du Burkina et transportent en grande partie des produits alimentaires, des articles de ménage, des produits divers, comme le sel, vous avez du maïs, vous avez un certain nombre de produits de première nécessité qui sont dans ces camions. Alors que les militaires de Niamey affirment que ces sanctions n'ont que peu d'effet sur la situation interne, le Programme alimentaire mondial, Agence alimentaire des Nations Unies, a averti que les sanctions et les fermetures de frontières affectaient grandement l'approvisionnement du Niger en denrées alimentaires vitales et en fournitures médicales. Le sommet des BRICS s'ouvre ce mardi en Afrique du Sud avec au programme l'élargissement à de nouveaux membres du bloc de pays émergents qui cherchent à étendre son influence politique et économique mondiale. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine participe en visioconférence. Le président chinois a salué un nouveau point de départ historique pour les relations entre la Chine et l'Afrique du Sud, puissance influente sur un continent devenu fort en enjeux diplomatiques. Une cinquantaine de chefs d'État amis des BRICS sont à ce sommet. Le président de la République du Cameroun y est représenté par son premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Le Sénégal rapatrie du Cap-Vert une quarantaine de ressortissants ayant survécu à une traversée qui devait les mener en Europe et qui a coûté la vie à une soixantaine de migrants. Le 15 août, nous avons été informés par notre ambassadeur à Praia que des migrants dans une embarcation avaient été découverts par un bateau espagnol
et que ces migrants étaient d'origine sénégalaise. Les rescapés, tous des hommes, jeunes pour la majorité et secourus la semaine passée à bord d'une pirogue au large du Cap-Vert, ont été ramenés au pays par un avion militaire sénégalais qui s'est posé en fin d'après-midi sur une base aérienne dans le centre de Dakar. Des milliers d'Africains fuyant la pauvreté ou la guerre ou espérant une vie meilleure empruntent chaque année cette même route maritime pour tenter de gagner l'Europe, malgré la dangerosité du périple qui tue des centaines d'entre eux. Une nouvelle infrastructure pour l'apprentissage de l'anglais, une infrastructure du British Council, c'est le plus du 19h50. La rentrée scolaire 2023-2024 se prépare d'ores et déjà au Douala Cambridge International School. Avec une section crèche et garderie, cet établissement privé d'enseignement maternel et primaire a organisé à la faveur de ses enseignants afin de peaufiner le programme scolaire. The objective of this seminar is to empower the teachers for the next coming academic year. Reason why we have included in our topics team building, teaching methods in DCIS. Parce que l'éducation ne se limite pas aux cours dispensés dans les salles de classe, au Douala Cambridge International School, un accent particulier est autant mis sur la discipline que sur les activités post- et périscolaires. Le CE vise sur tous les enseignants et il faut que notre pédagogie sont uniques. Donc, je peux d'abord dire que le programme pédagogique de Patricia sont dimensionnels d'une visite. Nous appliquons et approche donc bien comparable et l'analyse, je peux vous le dire, les locaux. The first thing is going to enhance professional development in the teachers. It's going to improve the teaching techniques which they are going to apply in the classrooms, and it's also going to foster what we shall receive and give to the learners throughout the period. Doté d'une bibliothèque, salle d'informatique, salle de musique, infirmerie et plusieurs aires de jeu, le Douala Cambridge International School, ce sont des salles spacieuses et adaptées au confort des enfants. Pour un maximum de 15 élèves par classe, la pédagogie transmise ici est unique et fidèle au système anglophone. Les Situé non loin de la salle d'Aïmon, au quartier Bonondio, dans le premier arrondissement de Douala, les réservations pour l'année scolaire 2023-2024 sont ouvertes au Douala Cambridge International School. Et c'est ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.